il a planté des tulipes en mars. En avril, il avait disparu, sans laisser de traces. Bienvenue sur Dossier France, je suis votre hôte Étienne. Dites-moi d'où vous nous rejoignez, c'est toujours un plaisir de voir cette communauté grandir. Vos commentaires donnent vie à cette chaîne. Plongeons dans le vif du sujet. Tout a commencé, comme c'est souvent le cas à Saint-Mildred-Esmead, avec un moule à gâteau égaré. Non pas la disparition du jardinier, remarquez bien, elle est venue plus tard, mais le moule à gâteau, oui, ce fut le premier désagrément. Madame Amélia Pettigrew, présidente du cercle local des dames horticoles et toujours prête à reconnaître un désagrément domestique, fut celle qui le découvrit. Ce jeudi ensoleillé de fin mars, elle avait prévu un thé modeste sur la pelouse du presbytère pour célébrer les premiers signes du printemps et sa récente victoire dans la catégorie confiture à la foire du comté. Mademoiselle Jane Marple, confortablement assise sous un parasol, l'air modeste et le regard perçant, avait été l'une des premières arrivées. De la rhubarbe, annonça Madame Pettigrew à l'insu de tous, levant le pot avec un soupir théâtral. Pas du goût de tout le monde, bien sûr, mais les juges ont été très reconnaissants. Il le serait, dit Madame Calthorpe, l'épouse du vicaire, avec une pointe d'amertume. C'est une des conserves les plus fortes. Le gâteau, cependant, avait été complètement oublié. Plus précisément, il avait été préparé la veille au soir par Madame Pettigrew elle-même, une épaisse génoise au citron, et laissé, insista-t-elle, refroidir près de la fenêtre du garde-manger. Au matin, il avait disparu, avec son éteint étau. Bien sûr, déclara-t-elle, les joues rouges et le bonnet de travers, bien sûr que ça ne me dérange pas. Mais on ne peut pas offrir aux invités que des biscuits à la confiture et à l'eau. C'est le principe. Miss Marple, qui ne s'attendait pas à un gâteau et qui, de toute façon, détestait le gâteau au citron, sirotait son thé en murmurant avec sympathie. D'autres étaient moins philosophes. La jeune Madame Lucinda Crane, aux cheveux blonds et vêtue d'une robe lavande pâle bien trop moderne pour l'occasion, suggéra avec désinvolture qu'un renard l'avait peut-être volé. « J'ai entendu parler de ce genre de choses, dit-elle. Ma cousine, dans le Dorset, s'est fait voler ses courses par un raton laveur. Les ratons laveurs ne vivent pas dans le Dorset, rétorqua Madame Pettigrew. Et ce n'était pas un animal. Je cuis, quelqu'un l'a pris. C'est à ce moment précis que le jardinier, M. Derwent Roper, a été mentionné pour la première fois. Il est toujours en avance, dit le colonel Waverley, arrivé en retard et s'asseyant lourdement sur une chaise pliante grinçante. Roper a travaillé sur les lits derrière la salle paroissiale tous les matins de la semaine. Est-il venu aujourd'hui? Personne ne pouvait le dire. La conversation s'égara ensuite, abordant les bulbes de jonquilles et la météo. Pourtant, Miss Marple, derrière sa délicate tasse en porcelaine, prit note mentalement. Le lendemain matin, une seconde bizarrerie s'ajouta à la première. Les rosiers de la paroisse n'avaient pas été arrosés. Plus grave encore, la remise à outils restait fermée à clé et intacte. Monsieur Roper n'était pas apparu. Au début, l'inquiétude fut faible. Les jardiniers, même les plus fiables, étaient connus pour disparaître quelques jours. L'enterrement d'un cousin, une cheville foulée, un week-end de travail dans un domaine privé. Roper avait toujours été discret, d'âge mûr, usé par les intempéries, bâti comme un poteau de clôture usé, avec des yeux couleur de boue et une expression tirant sur la maussade. Il parlait rarement, mais lorsqu'il le faisait, c'était avec une étrange gravité, comme s'il pesait ses mots et en détestait la plupart. « Drôle de canard », dit le colonel en prenant un deuxième thé le lendemain après-midi. Il a fait du bon travail sur les rosiers, cependant. Il est très exigeant avec son paillis. Il a dit que c'était une sorte de science. Madame Calthorpe, qui croyait au jardinage raisonné, bordure soignée, souci et simplicité, renifla. Trop exigeante, à mon avis. Le dimanche, l'absence de Roper était passée de la curiosité à l'inquiétude. Madame Crane mentionna ne l'avoir vu qu'une fois la semaine précédente, poussant une brouette près de la vieille folie derrière Ashcroft House. Monsieur Gilles, le boucher, remarqua que Roper n'était pas venu chercher sa graisse de bœuf habituelle. Même Monsieur Pilling, le papetier, remarqua que le jardinier avait oublié de récupérer son hebdomadaire. Horticulture populaire illustrée. Et puis les lettres ont commencé à arriver. Au début, seulement 2, livrées à l'adresse de Madame Pettigrew, chez qui Roper louait une étroite pièce attenante à la maison. L'une provenait d'une entreprise d'Exeter, une facture d'engrais.
La seconde était personnelle, dans une enveloppe cirée couleur crème, sans adresse de retour. Madame Pettigrew, après mûre réflexion et le soutien moral de 3 amis et d'un verre de sherry tiède, l'ouvrit. Ce n'est pas signé, dit-elle à Miss Marple plus tard dans l'après-midi, les joues pâles et les doigts légèrement tremblants. Mais c'est assez déconcertant. Elle ne le proposa pas à Miss Marple, mais la vieille dame, assise dans son fauteuil habituel au dossier près de l'âtre, observa l'expression de Madame Pettigrew avec un intérêt discret. Pas de peur, précisément. Pas de chagrin. Une sorte de culpabilité surprise, peut-être, bien que Miss Marple fût bien trop polie pour le suggérer à voix haute. « Il n'a jamais parlé de famille ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Pettigrew secoua la tête. « Aucun. Pas de visiteurs, pas d'amis. Juste cet horrible magazine et ses roses. Et maintenant, disparu. Sans prévenir. C'est vraiment gênant. »« C'est bien plus que ça, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Un homme ne se dissout pas simplement dans le sol, comme du compost. » C'est alors qu'apparut le gendarme, le jeune Alec Toom, les bottes cirées et la casquette légèrement inclinée vers l'arrière, à la manière de quelqu'un qui ne s'attendait pas à être nécessaire un dimanche. « On m'a signalé quelque chose, » dit-il après quelques hésitations dans le couloir. Un randonneur venu d'ailleurs, un type du Surrey, dit avoir trouvé quelque chose d'étrange dans les bois, près du sentier de la falaise. Il baissa la voix, mais seule Miss Marple était assez proche pour l'entendre. « On dirait que c'est du sang, mademoiselle. » L'agent Toom se tenait maladroitement dans le couloir étroit de la maison de Madame Pettigrew, se déplaçant d'un pied sur l'autre tandis que Miss Marple se levait lentement de sa chaise, mettant de côté son crochet avec l'air de quelqu'un qui s'attendait à quelque chose de ce genre. « Le randonneur a-t-il laissé son nom ?» demanda-t-elle en attrapant son cardigan et son sac à main avec le calme efficace d'une infirmière sur le point de consulter le dossier d'un patient. Toom hésita, les yeux tournés vers la porte d'entrée. « Trevor Mallon. Il a dit qu'il séjournait au H.R.E.N. Il avait une canne à bout argenté et un sac à dos rempli de biscuits. Il avait l'air du genre difficile. Il semblait plutôt secoué. »« C'est compréhensible, » murmura Miss Marple. « A-t-il dit exactement où il avait trouvé le matériel ?» Toom hocha la tête. Il a dit que c'était juste après le virage près de Gorsolo, là où les ronces poussent en abondance. Il a prétendu avoir vu quelque chose de sombre sur le sol, comme si ça avait imprégné la mousse. Il n'était pas sûr de ce que c'était, mais il y avait un gant à proximité. Il a dit que ça lui avait donné une drôle de sensation. Madame Pettigrew, restée silencieuse jusque-là, laissa échapper un petit cri et serra le bord de son plateau à thé. Un gant? Était-il en cuir? Maren? Derwent en avait une paire, il s'en servait pour tailler. Toom se retourna, visiblement soulagé d'avoir quelque chose d'utile à noter. « C'est vrai? Je vais prendre note, madame. » Miss Marple s'éclaircit doucement la gorge. « Je suppose que nous ne pourrions pas faire une petite promenade? L'après-midi est encore ensoleillé, et je suppose que le policier aurait intérêt à avoir un témoin fiable. » Elle sourit faiblement. « Ma vue est bien meilleure qu'on ne le pense. » Toom semblait incertain. « Je ne suis pas sûr que ce soit convenable, mademoiselle. Ça pourrait être une scène de crime. On est censé attendre l'inspecteur Cray. » Miss Marple inclina la tête avec une grande politesse. « Tout à fait. Mais je ne suggère pas que nous dérangions quoi que ce soit. Simplement que nous puissions vous accompagner à distance respectueuse, bien sûr. Et peut-être que Madame Pettigrew pourrait rester ici, au cas où M. Roper reviendrait de son plein gré. » Madame Pettigrew parut quelque peu dubitative, mais acquiesça après quelques encouragements et un plein remplissage de son verre de sherry. Quelques minutes plus tard, Miss Marple et Toom empruntaient le sentier sinueux qui longeait l'église et montait vers les champs extérieurs. La journée était douce, les haies saupoudrées de fleurs précoces, le ciel d'un bleu pâle et incertain. Toom lançait sans cesse des regards en coin à Miss Marple, comme s'il hésitait à discuter. Ils trouvèrent l'endroit avec une facilité surprenante. Un mince sentier descendait du chemin principal vers une zone boisée plus dense où des ronces tortueuses formaient des arcs sur le sol moussu. Un rouge-gorge traversa leur chemin et, dans le silence qui suivit son passage, Toom le désigna du doigt. « Voilà, on voit bien où la mousse est plus foncée. » Miss Marple ne s'approcha pas, mais elle observa attentivement à quelques mètres. La tache était irrégulière, couleur rouille foncée sur le coussin vert pâle de la mousse, et quelques feuilles écrasées laissaient apparaître une légère trace d'un brun terne. « Et le gant ?» demanda-t-elle doucement.
Tom désigna l'endroit où un petit marqueur, un mouchoir attaché à un bâton, rudimentaire mais efficace, avait été placé. Le gant était froissé, partiellement caché par des brindilles. C'était bien du cuir marron, le genre de cuir que portaient les jardiniers pour éviter les épines. Un seul, dit Tom, et il a ce qui ressemble à une petite déchirure au niveau du pouce. Miss Marple pencha la tête, pensive. Monsieur Roper, je crois, était gaucher. Tom cligna des yeux. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. On peut souvent le constater à la façon dont une personne tient ses outils. La force réside dans son côté dominant. Il tirait toujours sa brouette avec la main gauche en avant. Tom a griffonné cela dans son carnet, malgré son air légèrement sceptique. Ça pourrait vouloir dire qu'il a laissé tomber le gant ou que quelqu'un l'a planté. Miss Marple hoqua la tête. Précisément. Il ne faut pas présumer. Son regard s'attarda sur un bout de terrain proche. A-t-on trouvé autre chose? Des empreintes de pas, peut-être? Seulement quelques-uns, mais rien de bien distinct. Le sol est trop meuble par endroits et trop sec par ailleurs. Mahlon a dit qu'il n'avait rien touché. Miss Marple se retourna lentement, examinant les arbres environnants, la légère pente du sentier, la façon dont il formait une sorte d'écran partiel face à la route. C'était un coin oublié, juste assez loin du village pour préserver son intimité, mais assez proche pour y revenir sans se faire remarquer. Ce n'est pas un bon endroit pour enterrer quoi que ce soit, murmura-t-elle. Trop de racines, et les ronces repoussent trop vite. Mais c'est parfait pour cacher quelque chose temporairement. Tom s'éclaircit la gorge. Tu crois qu'il pourrait y en avoir d'autres? Je pense, dit doucement Miss Marple, que si je voulais créer une illusion, je laisserais juste assez de choses à découvrir. Pas tout. Pas encore. De retour au village, la nouvelle se répandit rapidement, peut-être trop vite, comme c'est souvent le cas dans les petites localités où la vie quotidienne est autant rythmée par les spéculations que par les faits. Le lundi matin, beaucoup étaient convaincus que M. Roper avait eu un accident ou s'était enfui en disgrâce. Quelques-uns évoquèrent le suicide, mais sans corps, cette idée manquait de conviction. Le plus souvent, on parlait de femmes, aucune en particulier, mais l'idée d'une amante secrète avait un charme imaginatif certain. Miss Marple parlait peu. Elle rendit visite au marchand de légumes, refusa un deuxième petit pain au salon de thé et s'enquit discrètement des rares habitudes connues de M. Roper. Il n'avait pas de famille dans le coin, pas de voiture, et on ne le voyait jamais au pub. Il lisait des revues de jardinage, économisait de la ficelle et avait un jour construit une minuscule pagode en pierre derrière le presbytère. Mardi, la police a reçu un appel téléphonique anonyme. La voix était masculine et hachée, peut-être déguisée. L'appel affirmait que Roper avait été impliqué dans une affaire dégueulasse et que quelqu'un en avait finalement eu assez. L'inspecteur Cray, appelé Dist Grinstead, interrogea la moitié du village en une seule journée. C'était un homme grand et rougeau, peu enclin au chuchotement et aux excès de théâtre, et peu tolérant aux douces interjections de Miss Marple. On ne peut pas courir après la théorie de chaque vieille dame, murmura-t-il à Tom devant la boulangerie. Tom ne dit rien, mais il jeta un coup d'œil vers la maison de Miss Marple en disant cela. Ce soir-là, Miss Marple reçut une visite inattendue. Lucinda Crane, la jeune femme élégamment vêtue du goûter, apparut à sa porte, l'air nerveux, une boîte de sablé à la main. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit-elle avec un sourire crispé. « C'est juste que... Eh bien, tout le monde parle, et je sais que vous remarquez des choses, Miss Marple. » Miss Marple l'invita à entrer, lui offrit du thé et attendit. Lucinda se tordit les doigts sur ses genoux. « J'ai vu Roper, » dit-elle finalement, la veille de sa disparition. Il était un peu plus de 18 heures. Je revenais de la poste et il était près d'Ashcroft House. Il avait l'air bizarre. Agile. Il avait un colis emballé dans du papier et il fourrait quelque chose dans son manteau. Miss Marple remua Sanda. Il t'a vu? Je ne pense pas. Et je n'en ai pas parlé à la police. J'aurais dû, j'imagine, mais ça ne m'a pas semblé important sur le moment. Il était toujours un peu bizarre. En effet, dit Miss Marple. Avez-vous vu où il est allé? Lucinda hésita. Il se dirigeait vers le vieux cabanon de jardinier derrière la serre des Ashcroft. Celui qu'il n'utilise plus depuis des années. Mais je n'ai pas pu le suivre, j'avais mon fils avec moi, et il s'inquiétait. Miss Marple hocha la tête. Vous avez bien fait de venir. Je suis sûr que l'inspecteur appréciera, après tout. Lucinda se leva, soulagée. Arrivée à la porte, elle se retourna. Tu ne penses pas qu'il soit mort, si?
Miss Marple leva les yeux, l'air indéchiffrable. Ma chère, je crois que quelque chose cloche. Et d'après mon expérience, quand les gens disparaissent au printemps, ils refleurissent rarement. La main de Lucinda se porta à la gorge. Tu veux dire qu'il a été tué? Mais Miss Marple ne dit rien. Elle referma doucement la porte derrière son invité et retourna à son fauteuil, où son tricot l'attendait, quelques aiguilles cliquetant doucement dans la pénombre. Le lendemain matin, un froid glacial se leva, de ce genre qui persistait malgré l'insistance du calendrier annonçant l'arrivée du printemps. Miss Marple se leva tôt, comme à son habitude, et observa le jardin depuis la fenêtre de sa chambre d'un œil perçant. Les tulipes commençaient à percer, provocantes dans leurs petites touches de couleur, et un merle s'activait au bord de la pelouse, arrachant de la terre quelque chose de récalcitrant. Elle remarqua sa persistance et sourit faiblement. La persévérance, avait-elle toujours cru, était la clé du jardinage et de la résolution des crimes. À 9 heures, la nouvelle s'était répandue que l'inspecteur Cray avait ordonné une perquisition officielle dans l'ancienne cabane du jardinier d'Ashcroft. Lui et l'agent Toom furent aperçus se dirigeant dans cette direction, accompagnés d'un petit groupe d'agents en uniforme d'East Grinstead, manifestement moins soucieux de discrétion qu'on n'aurait pu l'espérer. La propriété des Ashcroft était bordée d'un long mur recouvert de lierre, et la maison une imposante demeure grise, construite dans un style gothique victorien sophistiqué, était louée depuis longtemps à un notaire à la retraite et à sa sœur. La cabane, en revanche, était restée intacte pendant des années. Du moins, c'est ce que croyaient les villageois. Miss Marple attendit exactement 30 minutes avant de se lancer dans sa propre promenade, soigneusement programmée pour paraître à la fois inoffensive et bien préparée. Elle passa devant la papeterie, salua l'épicière et échangea quelques plaisanteries avec Madame Featherstone, qui revenait de son rendez-vous chez le médecin, l'air sombre et avec un petit sac de sucre d'orge. Tout cela était parfaitement ordinaire. Puis elle tourna au coin de la rue qui menait à l'étroite ruelle derrière Ashcroft House, juste à temps pour apercevoir Toom, pâle et nerveux, émergeant du sentier de la serre. Il la repéra immédiatement et sembla sur le point de s'enfuir, mais le sourire de Miss Marple, doux et grand-mère, le retint. Constable, le salua-t-elle aimablement. Une matinée bien revigorante, vous ne trouvez pas? Il hésita, puis hocha la tête. Oui, madame. Il fait un peu froid, cependant. Mieux vaut continuer à avancer. Tout à fait. J'imagine que l'inspecteur a trouvé quelque chose. Toom regarda autour de lui, puis se pencha légèrement, baissant la voix. On a trouvé le colis. Derrière le hangar. Enfoui à faible profondeur, comme si quelqu'un était pressé. Il était enveloppé dans une toile cirée, glissé dans un sac de jardinier. À l'intérieur, eh bien, il se frotta la nuque. Il y avait une chemise, tachée de sang, et un couteau. Les yeux de Miss Marple ne s'écarquillèrent pas, et elle ne haleta pas. Elle pencha simplement la tête. Un couteau de jardinier. Toom hocha la tête d'un air sombre. Une lame lourde, comme celle pour couper les racines. Le manche était gravé d'initiales. DR, c'est très obligeant, murmura-t-elle. Presque trop obligeant. Toom lui lança un regard perplexe. Miss Marple's Surrey Fablement. On grave rarement ses initiales sur les armes du crime. Du moins, pas lorsqu'on a l'intention de s'en servir pour tuer. Il cligna des yeux vers elle, puis se retourna lorsqu'une voix aboya depuis l'autre bout de la haie. L'inspecteur Cray, impatient comme toujours. Return why, Tooms, Lancatel, et dit au docteur Wren que je veux cette analyse de laboratoire dans la journée. Toom adressa un signe de tête d'excuse à Miss Marple et s'éloigna précipitamment, la laissant poursuivre sa promenade devant le portail d'Ashcroft House. Elle s'arrêta un instant pour regarder à travers les barreaux de fer. Le jardin avait été mal entretenu, la pelouse inégale et envahie par la végétation, mais les parterres portaient encore de légers signes d'entretien. Quelqu'un avait tenté, au moins partiellement, de les raviver. Et près de la lisière, près du mur de la serre, une rangée de crocus précoces fleurissait. Miss Marple nota soigneusement leur emplacement. Derwent Roper avait toujours été méticuleux avec les massifs saisonniers. Cet après-midi-là, Lucinda Crane revint. Elle était plus calme, même si ses yeux étaient légèrement crispés. Elle apporta une boîte de pain aux prunes et fit quelques politesses avant de s'asseoir en face de Miss Marple dans le petit salon. « Je n'ai pas bien dormi », a-t-elle avoué. « Je n'arrête pas de me demander, s'il a été assassiné et que je l'ai vu ce soir-là, aurais-je dû faire quelque chose ?»« Ma chère,
dit doucement Miss Marple, si tout le monde agissait sur la seule base de soupçons, nous serions tous en prison ou du moins très impopulaires. Vous avez bien fait d'attendre que quelque chose cloche. Lucinda baissa les yeux. C'est étrange, pourtant. Il n'était pas apprécié, mais pas détesté non plus. On le trouvait bizarre, mais on le laissait tranquille. Miss Marple se rôda. Parfois, ma chère, une personne devient invisible simplement parce que les autres ne peuvent la situer. Roper n'était ni ami ni ennemi pour la plupart. Il était toléré. Yulon. Mais les invisibles voient souvent plus loin qu'on ne le croit. Lucinda lui lança un regard curieux. Tu crois qu'il a vu quelque chose? Je pense, dit Miss Marple, qu'il a peut-être découvert quelque chose. Quelque chose de dangereux pour quelqu'un d'autre. Elle attendit un moment, puis ajouta. As-tu déjà vu quelqu'un d'autre près de son hangar? Quelqu'un qui aurait pu avoir une raison de rencontrer Roper en secret? Lucinda hésita. Une seule fois. J'ai vu Arthur Denholm arriver par ce chemin il y a une semaine. J'ai trouvé ça bizarre. Il n'habite pas près d'ici, et il portait un sac. Monsieur Denholm, répéta Miss Marple pensivement. Oui, c'est lui qui gère la comptabilité du manoir, n'est-ce pas? Célibataire et très ordonné. Il se rend à la poste tous les matins à 9h30 et revient exactement 20 minutes plus tard. Lucinda cligna des yeux. Comment peux-tu savoir ça? Je trouve que la broderie et l'observation vont de pair, dit Miss Marple avec sérénité. Il faut cultiver les deux à parts égales. Ce soir-là, Miss Marple rédigea un mot net, précis et signé d'une modeste signature et l'envoya à l'inspecteur Cray par l'intermédiaire du garçon d'un voisin. Le mot demandait simplement un mot, si cela convenait, et suggérait que certaines hypothèses méritaient peut-être un second regard. Elle ne reçut aucune réponse officielle, mais le lendemain, l'inspecteur Cray se présenta à sa porte, l'air à la fois irrité et légèrement penaud. « Je n'ai pas le temps pour les énigmes, Miss Marple, dit-il sans détour. Si vous savez quelque chose, dites-le-moi. » Miss Marple lui servit du thé faible, comme elle soupçonnait qu'il ne l'aimait pas et s'installa avec un sourire patient. « Vous avez une chemise et un couteau, dit-elle. Les deux semblent appartenir à l'homme disparu. Mais puis-je vous demander s'il y avait des traces de blessures? Du sang? Oui, mais pas forcément une preuve de blessure. Un corps a-t-il été retrouvé? Cray Perdigace. Non, pas encore. Alors je vous suggère de vous demander pourquoi quelqu'un voudrait insinuer qu'il a été assassiné sans se débarrasser du corps. Pourquoi créer cette illusion? Cray reposa sa tasse avec fracas. Tu crois que c'est une mise en scène? Je trouve ça plutôt élaboré, répondit Miss Marple. Et je pense que celui qui a mis en scène ça c'est exactement ce qu'on attend d'un crime. L'inspecteur la regarda longuement. Qui soupçonnez-vous? Je ne soupçonne rien, dit Miss Marple d'un ton pincé. J'observe. Et j'ai remarqué qu'Arthur Denholm a l'habitude d'appuyer si fort sur le bord de ses lettres avec un coupe-papier que cela laisse une empreinte sur la table. J'ai aussi remarqué une légère odeur de terre sur ses poignets en le croisant hier, bien qu'il n'ait pas mis les pieds dans son jardin depuis des semaines. Et Lucinda Crane l'a vu près du vieux hangar. Cray cligna des yeux. Ce n'est pas une preuve. Non, dit Miss Marple, mais c'est plutôt une bonne idée de commencer à poser les bonnes questions. Il partit peu après, sans vraiment la remercier, mais visiblement agité. Miss Marple le regarda partir, puis retourna dans son salon, où son tricot l'attendait. Elle prit les aiguilles, tricota 2 rangs nets et marqua une pause. Sur la cheminée, le journal du matin était encore plié. Un article annoté au crayon à papier sur un petit héritage récemment attribué à une œuvre caritative locale. Elle prit note de consulter les archives juridiques à la bibliothèque. Elle avait le sentiment que l'argent, comme c'était souvent le cas, se cachait derrière tout cela. Étage M. Roper, aussi invisible qu'il ait pu paraître, avait probablement vu quelque chose que personne n'était censé voir. Miss Marple tira doucement sur le fil. Le printemps était arrivé tôt cette année. Mais ce n'étaient pas les crocus qui allaient fleurir. C'étaient les secrets. Et les secrets, une fois exposés à la lumière, ne restaient jamais enfouis bien longtemps. Les jours suivants se passèrent dans le calme prudent d'un village, retenant son souffle. Derwent Roper avait disparu depuis près d'une semaine, et la question de son sort s'était infiltrée dans tous les recoins de St. Mildred's Mead comme un brouillard lent et persistant. Chez le marchand de légumes, sous les murmures sur le gel tardif et la qualité des pommes de printemps, il y avait toujours un silence, un instant subtil où quelqu'un baissait la voix et disait « Mais bien sûr, il y a la question du jardinier. »
La femme du pasteur avait pris l'habitude de jeter des coups d'œil par la fenêtre du presbytère, comme si elle s'attendait presque à le voir apparaître avec sa brouette et un air renfrogné. Les enfants se mettaient au défi de regarder par les fenêtres de l'ancienne cabane du jardinier derrière Ashcroft House. Mais Derwent Roper ne réapparut pas. Et Miss Marple, toujours observatrice, continua de tricoter, de rendre visite au boulanger et de poser des questions polies sur ce ton doux et confiant qui avait désarmé bien des consciences coupables en son temps. Vendredi matin, elle reçut un appel de l'inspecteur Cray. Son ton était sec, mais moins agressif qu'auparavant. « On a trouvé autre chose, » dit-il. « J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. »« Je suis toujours reconnaissante pour les nouvelles, » répondit Miss Marple. « C'est un peu plus qu'une simple nouvelle, » ajouta Cray. « Tu ferais mieux de venir. » La découverte, en fin de compte, avait été faite par hasard. L'un des locataires d'Ashcroft House, un certain M. Fonlo, avocat à la retraite, était allé à la cave pour récupérer une caisse de vin et avait constaté, de manière assez inattendue, que les briques du mur nord étaient humides et légèrement détachées. Derrière, elle se trouvait une cavité peu profonde. À l'intérieur, un paquet de vêtements enveloppés dans une bâche. Un uniforme de jardinière. Des bottes couvertes de boue. Et une petite sacoche en toile contenant plusieurs bouts de papier, déchirés et tachés, mais lisibles par endroits. Miss Marple les examina lentement, ses lunettes délicatement posées sur son nez. Les papiers étaient des reçus, deux d'une entreprise de fourniture de puériculture, à une facture imprimée portant le nom Ashcroft House Trust. Le dernier était une lettre manuscrite, inachevée, d'une écriture rapide et anguleuse. Elle la lut 2 fois, puis à nouveau. « Tu m'avais promis que ça se passerait discrètement, » murmura-t-elle d'une voix douce. « Si quelqu'un l'apprend. » Cray, debout à côté d'elle, les bras croisés, émit un grognement. Roper écrivait à quelqu'un. Ou essayait. On dirait qu'il ne l'a jamais posté. Peut-être qu'il a caché les vêtements lui-même. Miss Marple pencha la tête. Cela impliquerait plutôt qu'il avait l'intention de disparaître de son plein gré. Cray fronça les sourcils. Ou alors quelqu'un les a cachés pour nous embrouiller. Miss Marple réfléchit. Puis-je revoir le reste des objets? La sacoche en particulier? Cray le lui tendit. C'était une toile abîmée, dont le fermoir était cassé. L'une des coutures intérieures était effilochée, et Miss Marple s'arrêta net en passant ses doigts dessus. Il y a quelque chose ici. Elle fouilla délicatement dans la doublure et en sortit un morceau de papier plié. Il était plus vieux que les autres, plus fragile, et portait une simple liste de noms. 5 au total, avec une date à côté de chacun. Cray S.E. pencha. Qu'en penses-tu? Miss Marple l'examina. 4 de ces noms me sont familiers. Des noms locaux, Monsieur Garat, Madame Lucy Phelps, un jeune garçon nommé Byron Hunt. Tous décédés, au cours des 4 dernières années. Cray haussa un sourcil. Coïncidence. C'est possible, dit Miss Marple. Mais Byron Hunt est mort dans un accident de vélo. Et Lucy Phelps, je crois, a été retrouvée noyée dans le vieux puits. 2 cas plutôt inattendus. Je me souviens vaguement de ces 2 cas. Cray S.E. grata, lamentin. Tu dis que c'est... Quoi? Une liste de victimes. Peut-être. Ou peut-être que Roper le croyait. Ou peut-être avait-il quelque chose en commun. Cray franca les sourcils. Et le 5e nom? William Peckham? Miss Marple sourit légèrement. Voilà, inspecteur, la vraie question. Elle rentra chez elle avec les noms soigneusement notés dans son carnet. La première chose qu'elle fit fut d'appeler sa vieille amie de la bibliothèque d'East Grinstead, Mademoiselle Émilie Robin, qui, malgré ses rhumatismes et son aversion pour les nouveaux systèmes de rayonnage, conservait une connaissance encyclopédique des affaires du village depuis des décennies. William Peckham, demanda Émilie après une pause. Oui, je me souviens de lui. Il travaillait à la mairie, il a pris sa retraite il y a environ 6 ans. Un homme plutôt oubliable. Décédé d'une crise cardiaque peu après sa retraite. Pourquoi cette question? Juste par curiosité, répondit Miss Marple. Et les autres? Byron Hunt, Lucy Phelps, Madame Garat? Tous les décès sont survenus subitement. Le coroner a conclu à une cause accidentelle ou naturelle. Il a été question de frein défectueux sur le vélo de Byron, je crois. Lucy Phelps était considérée comme instable. La pauvre. Miss Marple la remercia et raccrocha. Une forme commençait à se dessiner, une forme sous la surface des choses, à peine visible mais indéniable. Elle reprit son tricot,
le laissa retomber et se dirigea lentement vers la fenêtre. Dehors, la lumière déclinait, mais les crocus restaient d'une éclatante intensité. Plus tard dans la soirée, alors que le village s'apprêtait à retrouver son calme habituel du vendredi, Arthur Denholm quitta le bureau de poste, l'air tendu, une petite enveloppe serrée dans une main. Il ne prit pas son chemin habituel pour rentrer chez lui. Il se dirigea plutôt vers la lisière du village, où les arbres se densifiaient et l'air se rafraîchissait. Miss Marple avait demandé au jeune Tommy Calthorpe, dont la curiosité était légendaire et dont le vélo l'était encore plus, de la suivre discrètement et de lui faire un rapport. Tommy avait bien sûr protesté, mais la promesse de 6 pence et d'une part de gâteau au raisin s'était avérée convaincante. Il est revenu juste après le crépuscule, essoufflé et les yeux écarquillés. Il est entré dans le vieux verger, murmura-t-il. Celui abandonné. Puis il est resté planté là, comme s'il attendait. Je me suis caché derrière la haie. Au bout d'un moment, un homme est arrivé du chemin le plus éloigné. Grand, le manteau relevé, on ne voyait pas son visage. Ils ont discuté un moment. Monsieur Denholm lui a donné l'enveloppe. Puis l'autre homme s'est éloigné et aime. Denholm a allumé une cigarette et est resté un peu plus longtemps avant de partir. Miss Marple hocha la tête. Bien joué, Tommy. Ça fera parfaitement l'affaire. Cette nuit-là, Miss Marple n'a pas dormi. Elle resta près de la fenêtre, sa lampe tamisée, son carnet ouvert. Elle commença à dresser la liste de ce qu'elle savait, 5 noms. Un jardinier disparu. Une disparition mise en scène. Une lettre cachée, inachevée. Et maintenant, une rencontre secrète, tard dans la nuit, dans le verger. Elle savait ce que cela signifiait. Elle en était presque certaine maintenant. Derwent Roper était tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir. Ni un simple chantage, ni un simple vol. Quelque chose de plus vaste, de plus discret et d'infiniment plus dangereux. Une chaîne d'événements liés par la mort, qui semblait naturelle, mais que Roper, avec sa présence silencieuse et son œil vigilant, avait fini par soupçonner. Et quelqu'un, peut-être plus d'une personne, avait fait de gros efforts pour s'assurer qu'il n'en parlerait jamais. Miss Marple se leva de sa chaise et traversa la pièce jusqu'à son bureau. Elle en sortit une petite boîte en fer blanc et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient de vieilles lettres, des coupures de presse et une fleur séchée. Elle en sortit une simple carte, d'un ton crème épais, gravée d'un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Colonel Hubert Wilding, retraité. Un homme de son passé. Ancien agent des renseignements militaires. Aujourd'hui, un homme discret qui jouait aux échecs et étudiait les champignons. Mais il lui devait une faveur. Peut-être plus d'une. Elle posa la carte à côté de son carnet et joignit les mains. Demain, elle enverrait une lettre. Des enquêtes discrètes commenceraient. Saint Mildred Smith s'est toujours vanté de savoir faire son affaire. Mais toutes les racines ne poussent pas là où on les voit. Certaines s'étendent profondément, s'enfonçant dans les tombes. Et cette fois, soupçonnait Miss Marple, le jardinier n'avait pas simplement disparu. Il avait été enterré, sinon physiquement, du moins en vérité. Le lendemain matin arriva sous un ciel gris et maussade, et une brume épaisse s'échappait comme une fumée à travers les haies. Miss Marple, déjà habillée et ayant déjeuné, déposa soigneusement sa lettre au colonel Wilding dans sa boîte aux lettres, observant par la fenêtre le jeune Robert Pilling la ramasser avec son habituelle énergie distraite. Le garçon ne laissa rien paraître de suspect, si ce n'est une agréable promenade matinale, et Miss Marple approuva. La discrétion, pensait-elle, était plus efficace lorsqu'elle était naturelle. Chez l'épicier, la conversation était revenue à des sujets banals. Le prix de l'agneau, le risque de mildiou dans les jardins familiaux et le scandale de l'emménagement du fils de Madame Hale avec cette actrice de Brighton. Pourtant, sous chaque mot résonnait un bourdonnement persistant de spéculation. Aucun signe du jardinier, aucune déclaration officielle de la police, et maintenant l'étrange absence d'Arthur Denholm, qu'on n'avait pas vu depuis la veille. Je suppose qu'il est en train de faire une de ses promenades, dit Madame Featherstone en choisissant une poire abîmée. Il a toujours été un adepte des promenades. Un solitaire, vous savez. On dit qu'il n'a jamais eu de véritable ami. Il n'a même pas de chat. A ajouté la femme du boucher, comme s'il s'agissait d'un défaut de caractère irréfutable. Miss Marple a payé ses œufs et n'a rien dit. Mais l'absence de Denholm n'échappa pas à la police. L'inspecteur Cray, bien que plus enclin à étouffer l'affaire qu'à déduire, avait suffisamment d'expérience pour se méfier lorsqu'un témoin potentiel,
où un suspect disparaissait après une réunion énigmatique dans un verger sombre. Lorsque mademoiselle Marple demanda gentiment au poste si Arthur Denholm était désormais considéré comme disparu, elle se vit répondre sèchement. « On enquête ». Cela signifiait généralement qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. En milieu d'après-midi, la pluie s'était mise à tomber, régulière et incessante. Miss Marple était assise près du feu avec son tricot, mais ses pensées étaient ailleurs. Ce n'était pas seulement la disparition du jardinier ou le comportement étrange de Denholm qui la troublait. C'était le schéma qu'elle sentait se dessiner. 5 morts, toutes silencieuses, toutes apparemment naturelles. Roper, soupçonnait elle, avait fait le lien non pas grâce à des preuves médico-légales, mais grâce au même outil que Miss Marple utilisait elle-même, le comportement humain. Les gens, croyait-elle, laissaient toujours des traces de leurs intentions non pas dans leurs empreintes digitales, mais dans leurs habitudes, dans les choses qu'ils évitaient, dans les mensonges qu'ils proféraient sans savoir qu'ils les avaient dits. Arthur Denholm, par exemple, avait toujours été ponctuel. Jusqu'à récemment. Byron Hunt avait toujours fait du vélo avec un casque, jusqu'au jour où il ne l'avait plus fait. Lucy Phelps ne s'était jamais approchée du puits avant une semaine après l'arrivée d'une lettre particulière. Des habitudes. À 5 heures précises, la sonnette retentit. Miss Marple se leva, posa son châle et ouvrit la porte. Elle trouva l'agent Toome debout sur le perron, la pluie dégoulinant de sa casquette. « Désolé de vous déranger, Miss Marple, dit-il, mais l'inspecteur crée à penser que vous devriez voir quelque chose. » Elle a pris son manteau et son parapluie sans avoir besoin de demander quoi. Toome la conduisit à la gare, où Cray l'attendait, les bras croisés et un air renfrogné qui suggérait qu'il avait été forcé de reconsidérer quelque chose. « Il est parti, » dit Cray sèchement. « Denholm. Il a vidé son appartement hier soir. Il a quitté son appartement à la hâte, une valise à moitié pleine encore ouverte, les tiroirs ouverts, une lettre sur la cheminée. » Miss Marple haussa les sourcils. « Une confession. » « Non, quelque chose de pire. Un avertissement. » Cray lui tendit la lettre, dont le contenu était griffonné à la hâte. « Ils savent. J'ai été suivi la semaine dernière. J'ai essayé de garder le silence, mais ce n'est plus sûr. Je n'ai pas fait de mal à Roper, je le jure. Il essayait d'obtenir de l'aide. Mais les autres, ils ont fait en sorte que tout ça reste caché. J'aurais dû partir il y a des années. Aucune signature. » Mais il n'y avait aucun doute quant à la main qui avait écrit cela. « Le croyez-vous » demanda Miss Marple. Cray hésita. « Je ne sais pas. Il était impliqué dans quelque chose. Ces décès, la liste que vous avez trouvée n'étaient-ils pas tous des accidents, n'est-ce pas? » « Je crois qu'au moins 2 d'entre eux ne l'étaient pas, » dit doucement Miss Marple. Le vélo de Byron Hunt avait été trafiqué, et Lucy Phelps avait reçu un chèque conséquent 2 semaines avant sa mort. Elle venait de modifier son testament. Cray cligna des yeux. « Un chèque? De qui ?» Miss Marple le regarda par-dessus ses lunettes. « C'est ce que j'aimerais beaucoup savoir. » Ce soir-là, elle rendit une nouvelle visite à Lucinda Crane. La jeune femme, bien que visiblement tendue, lui proposa un siège près du feu et versa le thé d'une main hésitante. « Mademoiselle Marple, j'ai réfléchi, » dit doucement Lucinda. « Je me suis souvenu d'autre chose. À propos de Roper. Ce n'est peut-être rien. Dites-moi, » dit Miss Marple en joignant soigneusement les mains. « Eh bien, quelques semaines avant sa disparition, je l'ai vu parler à quelqu'un dans la ruelle derrière l'église. Une femme, pas du village, grande, bien habillée. J'ai trouvé ça bizarre, il était généralement réservé. Il se disputait. Comme un argumentaire. Pas de cris. Mais c'était tendu. Elle avait les mains sur les hanches. Il avait l'air effrayé. » Miss Marple hocha la tête. « Avez-vous vu où elle est allée ensuite? »« Non. Je poussais la poussette et je ne voulais pas m'attarder. Pourriez-vous la décrire? » Lucinda pensa. Cheveux noirs, chillons. Long manteau bleu marine. Gants. Pas jeune, peut-être la quarantaine. Elle avait un look londonien. Très soigné. Cette description a touché une corde sensible. Plus tard dans la soirée, Miss Marple ouvrit à nouveau son vieux carnet et se tourna vers un nom qu'elle avait noté à côté de Lucy Phelps. Edith Montrose, un avocat londonien, avait rendu visite à Lucy juste avant sa mort. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle lui aurait prodigué des conseils financiers, et même suggéré qu'elle l'avait encouragé à prendre certaines dispositions opportunes. Miss Marple commença une nouvelle page dans son carnet. Ses lignes étaient désormais plus nettes, plus assurées. Elle ajouta
Edith Montrose, sous coordinateur potentiel. Puis elle écrivit, le schéma suggère une manipulation de personnes vulnérables, âgées ou isolées précédant des décès non naturels, les bénéfices financiers étant redirigés vers des organismes caritatifs ou des fiducies obscures. Un lien entre la disparition de Roper et la découverte de ce réseau semble probable. Elle s'arrêta. Puis, en dessous, elle a écrit une seule question. Qui en profite? Le lendemain matin, pas de soleil, juste un ciel maussade et oppressant et les premiers murmures d'inquiétude. Une femme était arrivée au village, posant des questions discrètes. Non pas sur Derwent Roper ou Arthur Denon, mais sur Miss Jane Marple. Elle prétendait écrire un livre sur l'histoire locale. Elle portait un manteau bleu marine et des gants. Miss Marple, assise dans son salon, reçut la nouvelle de Madame Calthorpe avec une expression placide. Mais dès que sa voisine fut partie, elle verrouilla la porte et se dirigea vers son bureau. Il ne s'agissait plus d'un jardinier disparu. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre. Il y avait maintenant quelqu'un au village qui refusait que la vérité soit connue. Et qui que ce soit, il avait pris l'âge de Miss Marple, ses tricots et son calme pour de la fragilité. C'était une erreur qu'il ne ferait pas 2 fois. L'arrivée de l'étranger n'est pas passée inaperçue à Saint Mildred-Esmead. Les villageois, comme Miss Marple le savait bien, étaient des connaisseurs de la normalité, sensibles aux moindres perturbations de leur routine. Ainsi, lorsqu'une femme grande et posée, aux cheveux soigneusement coiffés et aux bottes cirées, se présenta au bureau de poste et s'enquit de l'histoire des vieux cottages de Brookline, il fallut exactement 48 minutes pour que sa présence se propage dans tous les recoins du village. En début d'après-midi, on avait parlé d'elle à la boulangerie, on l'avait remarquée à la bibliothèque et on l'avait vue prendre tranquillement un thé au Asher&Dund, où elle avait commandé sans consulter le menu. Cela suffisait à éveiller les soupçons. Miss Marple, cependant, s'était déjà forgé une opinion. Elle avait aperçu la femme, quoique brièvement, depuis sa fenêtre plus tôt ce matin-là. Grande, démarche assurée, manteau bleu marine foncé, exactement comme Lucinda l'avait décrite. Le genre de femme qui avait appris depuis longtemps à se faire remarquer uniquement quand elle le souhaitait. Miss Marple n'avait pas besoin de la suivre. Elle attendait simplement. À 4 heures précises, la sonnette retentit. La femme se tenait sur le pas de la porte avec une expression agréable, un dossier en cuir sous un bras et une légère odeur d'eau de rose accrochée à ses gants. « Mademoiselle Marple » dit-elle avec la douceur et la formalité d'une professionnelle expérimentée. Je me demandais si je pouvais vous dire un mot. Miss Marple lui adressa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr, ma chérie. Entrez. La bouilloire beau. À l'intérieur, elle fit entrer son invité dans le salon, lui désignant le fauteuil en face du sien. La femme s'assit avec précaution, les chevilles croisées avec l'aisance d'une personne habituée à la retenue élégante. « J'espère ne pas être indiscrète, » dit-elle en retirant ses gants avec une aisance éprouvée. « Je fais quelques recherches sur les petits villages anglais, la dynamique sociale, les traditions locales. Je trouve les histoires orales très précieuses. »« J'en suis sûr, » murmura Miss Marple en posant 2 tasses de thé sur le plateau d'une main ferme. « Et vos recherches ont-elles abouti? »« Un peu, » répondit la femme avec un léger sourire. « Même si la plupart des gens ici semblent un peu timides avec les inconnus. C'est possible, acquiesça Miss Marple. Nous sommes plutôt habitués à être seuls. » La femme sirotait son thé. Après un moment, elle dit d'un ton léger. « Vous vivez ici depuis longtemps, n'est-ce pas? »« Oh oui, » répondit Miss Marple. « Presque toute ma vie. Alors tu dois connaître tout le monde. Leurs histoires, leur passé. » Elle leva les yeux. Même leurs secrets. Miss Marple ne sourcilla pas. « Je ne m'avancerai pas, ma chère. Mais on remarque des choses. C'est tout à fait impossible de ne pas le faire, vraiment. » Les yeux de la femme restèrent calmes, mais la ligne de sa bouche se tendit. « Mademoiselle Marple, dit-elle après une pause, je me demandais si vous aviez entendu parler d'un homme nommé Derwent Roper. » Miss Marple s'est rassit. « Notre jardinier du village? »« Oui, une affaire très étrange. Disparu sans laisser de traces. »« Tu le connaissais bien? »« Je le connaissais comme on connaît un jardinier. »« Polly. Discrète. Discrète. » Son sourire revint. « Un peu comme un rédacteur scientifique, j'imagine. » La femme inclina la tête. « Vous êtes très perspicace. »« J'essaie. » Un autre silence s'installa, plus long maintenant, plus chargé. Puis, enfin, la femme se pencha légèrement en avant. « Mademoiselle Marple, je crois que M. Roper vous a peut-être remis quelque chose. »
Ou peut-être vous a-t-il parlé. Un avertissement, peut-être. Un document. Miss Marple cligna des yeux, d'un air convaincant. Mon Dieu! Pourquoi ferait-il ça? Le sourire de la femme avait disparu. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il savait que quelqu'un le traquait. Parce qu'il ne savait plus à qui faire confiance. Et tu penses qu'il a fait confiance, moi? Je pense qu'il a peut-être fait. Miss Marple soupira. Eh bien, c'est très flatteur. Mais non, ma chère. Je ne lui ai pas parlé depuis des semaines. Pas depuis que les parterres de fleurs ont été retournés au presbytère. Elle prit sa tasse de thé. S'il m'avait donné quelque chose, je m'en serais certainement souvenu. La femme hocha lentement la tête, comme si elle ne la croyait pas, mais n'était pas non plus prête à insister davantage. Elle se releva un instant plus tard, remettant ses gants avec une précision élégante. « Eh bien, merci pour le thé. Je repasserai peut-être, si ça vous convient. » Miss Marple s'éleva, son sourire constant. « Bien sûr. Nous accueillons toujours avec plaisir les invités polis. » La femme est partie. Dès que la porte se referma, Miss Marple s'activa aussitôt, sans précipitation, mais avec détermination. Elle ouvrit son bureau et récupéra le petit bout de papier que Robert avait caché dans sa sacoche, la liste des noms et des dates. Elle le posa à côté d'un plan du village et épingla chaque lieu de résidence du défunt. Une tendance se dégagea. Les 5 maisons avaient, à un moment donné au cours des 6 dernières années, bénéficié de petits dons testamentaires à la même organisation. Greenwood Trust. Un nom anodin. Et pourtant, après des recherches plus approfondies, il s'est avéré que le Trust n'avait aucune présence caritative, aucun bureau, aucune mission officielle. Juste un compte de dépôt à Londres et un conseil d'administration tournant. L'une d'entre elles, comme Miss Marple l'a découvert grâce à un document public obtenu discrètement, était Edith Montrose. Elle en était désormais certaine. Il ne s'agissait pas de décès isolés. Ils avaient été soigneusement planifiés. Chaque personne ciblée avait soit gagné de l'argent, soit modifié son testament, soit réalisé une manne financière peu avant de mourir, subitement, et toujours dans des circonstances qui ne permettaient pas d'autopsie. Et voilà qu'Edith Montrose, ou quel que soit son nom actuel, était arrivée à St. Mildred-Esmead. Elle ne cherchait pas un homme disparu, mais ce qu'il avait découvert. Le lendemain matin, Miss Marple rendit une visite inattendue au docteur Alling, le médecin du village. C'était un homme soigné et agréable, possédant une collection de maquettes de bateaux et un penchant certain pour le gâteau de Madère. « Je suis vraiment désolé de vous déranger. » Commença-t-elle après une tasse de thé poli, mais j'ai relu les rapports du coroner dans plusieurs affaires. Avez-vous eu la chance d'assister Madame Lucy Phelps avant son décès? Le docteur Halling parut perplexe. Oui, c'est vrai. Elle a eu une crise de vertige. J'ai soupçonné un vertige. Elle semblait par ailleurs en bonne santé. Et sa mort a été jugée accidentelle. Elle est tombée dans le puits. Aucun signe de lutte. Il pleuvait ce jour-là, ses chaussures étaient glissantes. Puis-je vous demander, dit doucement Miss Marple, si vous avez examiné ses chaussures après? Alling cligna des yeux. Eh bien, non. J'ai supposé. Et Byron Hunt, le garçon au vélo? Terrible accident. Les freins m'ont lâché. Vous avez examiné le vélo? Il rougit. Non, c'est la police. Miss Marple posa sa tasse de thé. Alors, je dois vous poser une question, docteur Alling. Si quelqu'un voulait tuer sans laisser de traces visibles, ni poison, ni blessure visible, diriez-vous que ces décès pourraient passer pour des accidents? Il sera dit. C'est une suggestion très sérieuse, Miss Marple. En effet, dit-elle doucement. Mais il s'agit peut-être d'un phénomène très grave. Ce soir-là, après le dîner, un deuxième message arriva. Remis en main propre, sans signature. Une seule phrase. Arrête de creuser ou tu finiras comme le jardinier. Miss Marple l'a lu une fois, puis l'a rangé dans son tiroir. Elle connaissait le jeu maintenant. Ce n'était plus une affaire de village. C'était plus vaste, plus froid. Une opération organisée, utilisant de petites associations caritatives pour filtrer l'argent, ciblant les villageois vulnérables sans famille proche, organisant leur mort avec une précision chirurgicale et collectant les héritages comme des pommes tombées au sol. Et Derwent Roper, solitaire et largement passé inaperçu, y était tombé par hasard, peut-être par son travail, peut-être par hasard. Il avait tenté de tirer la sonnette d'alarme. Et quelqu'un l'avait réduit au silence. Miss Marple se tenait à sa fenêtre, regardant le vent fouetter les arbres.
Son expression était indéchiffrable. Ils étaient venus dans son village, pensant qu'il serait calme, facile, sans surveillance. Ils avaient oublié quelque chose d'essentiel. Même les crimes les plus soignés laissent des traces. Et Miss Marple n'avait jamais manqué de les repérer. Dimanche matin, l'air était devenu vif et glacial, annonçant une nouvelle vague de froid. Miss Marple, enveloppée dans un châle gris tourterelle et arborant un léger sourire d'anticipation, avançait dans la rue principale avec la lente assurance de quelqu'un qui maîtrise depuis longtemps l'art de passer inaperçu. Derrière ses lunettes, rien ne manquait à ses yeux. L'inconnue, la femme au manteau bleu marine, avait été revue à la gare tôt ce matin-là. Elle n'avait pas pris le train, mais avait discuté brièvement avec un porteur, puis acheté un journal qu'elle ne lisait pas. Miss Marple, apprenant cela de la jeune Sally Elwell, dont la mère travaillait au café de la gare, remarqua la feinte. Elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Peut-être les deux. Plus intéressante encore fut la réapparition soudaine d'Arthur Denholm. Il revint juste après le son des cloches de l'église, débraillé et trempé, avec un pantalon boueux et une fine égratignure sur la joue. Il ne donna aucune explication à son absence. Interrogé, il affirma avoir pris quelques jours pour sa santé. Sa voix était tendue et il évita tout contact visuel. Mais cela a suffi à mettre le feu aux poudres. L'inspecteur Cray ne tarda pas à le convoquer pour l'interroger. Denholm arriva au poste, l'air guindé, répondit sèchement et maintint qu'il était parti pour Londres et qu'il y était tombé malade. Lorsqu'on lui demanda des preuves, talons de billets, reçus d'hôtel, il répondit simplement qu'il les avait jetés. Cray, frustré mais manquant de preuves concrètes, le libéra avec un avertissement. Miss Marple, cependant, savait qu'il valait mieux ne pas s'appuyer sur des formalités. Ce n'était plus le lieu ni le moment qui la préoccupait. Mais là pourquoi Arthur Denholm était-il revenu? Pourquoi n'avait-il pas fui complètement s'il craignait pour sa sécurité? Parce que, conclut-elle, il n'avait pas fini. Tard dans l'après-midi, elle a reçu une visite à laquelle elle ne s'attendait pas. Lucinda Crane est arrivée avec les joues rouges et des gants trempés par la pluie, les yeux écarquillés et anxieux. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle, essoufflée. Je ne sais pas quoi faire. » Miss Marple la conduisit à l'intérieur et lui apporta du thé. Lucinda s'assit au bord de sa chaise, une main agrippée à son sac à main comme s'il allait s'envoler. C'était derrière un faux panneau dans l'armoire, dit-elle en lui tendant une enveloppe marron scellée. Dans la maison. Je ne pense pas qu'il ait voulu que quelqu'un le trouve. J'ai seulement regardé parce que j'ai laissé tomber un collier et qu'il a roulé dessous. Miss Marple ouvrit délicatement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages, des copies de correspondance, des photocopies de chèques et un mot manuscrit. Elle lut d'abord le mot. Il les tue. L'entertainment discreetment. Toujours le même schéma. Identifier la cible, gagner sa confiance, modifier son testament. Ils usent de charme, d'autorité. Ils ne se salissent jamais les mains. J'en ai fait partie autrefois. Juste pour la paperasse. Mais j'ai commencé à poser des questions. Ils m'ont prévenu. Puis Lucie est morte. Et Byron. Je pense être le prochain. S'il m'arrive quelque chose, retrouve Edith. Ce n'est pas son vrai nom, mais elle est la clé. Il a été signé Arthur D. Miss Marple l'a lu 2 fois, puis l'a mis de côté. Les chèques étaient libellés au nom du Greenwood Trust, comme elle l'avait soupçonné. 2 étaient signés par Lucy Phelps, 1 par William Peckham. L'écriture était soignée. Trop soignée, elle se tourna vers Lucinda. « Tu as très bien fait, ma chère. » Lucinda se pencha en avant. « Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses qu'elle est dangereuse? » Les yeux de Miss Marple vacillèrent. « Je pense qu'elle s'est cachée derrière de nombreux noms et qu'elle croit qu'en s'habillant bien et en parlant doucement, on peut franchir n'importe quelle porte sans se faire remarquer. Mais elle a oublié quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il existe encore des gens qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Et qui savent à quoi ressemble une signature écrite sous la contrainte. Lucinda de Glodit. Tu crois qu'elle les a contrefaits? Je pense que Mademoiselle Montrose, si c'est bien son nom, a perfectionné l'art de la persuasion. Mais les signatures écrites d'une main tremblante et d'un stylo plume tenu par quelqu'un qu'on a persuadé de signer sont bien différentes des signatures naturelles. Elle se leva, se dirigea vers son bureau et en sortit un vieil annuaire. Avant que tout cela ne se termine, il y aura encore un déménagement, dit-elle doucement. Et je pense que ce sera pour bientôt. Elle n'avait pas tort. Ce soir-là,
Miss Marple revint des vêpres et trouva la porte de son jardin entr'ouverte. Le loquet, qui s'enclenchait toujours avec un claquement sec, pendait légèrement. Et le petit pot en terre cuite à côté, où elle gardait une clé de rechange de la porte d'entrée cachée sous le basilic, était retourné. Rien ne semblait perturbé à l'intérieur de la maison. Mais le tiroir de son bureau, qu'elle avait verrouillé avant de partir, présentait maintenant une légère égratignure près de la serrure. Elle n'a pas appelé la police. Au lieu de cela, elle s'assit, alluma un feu et passa 2 coups de fil. Le premier à l'inspecteur Cray. Le second au colonel Hubert Wilding. Elle leur a dit la même chose à tous les deux. Je crois savoir où se trouve le jardinier. Et je crois pouvoir prouver qui est responsable de sa disparition et de celle des autres. Elle leur a donné rendez-vous au H.R. End le lendemain midi. Discreetment. Sans fanfare. Cette nuit-là, Miss Marple dormit profondément pour la première fois depuis plusieurs jours. À midi, le salon privé du pub était prêt. Les rideaux étaient tirés. Un feu crépitait. Le colonel Wilding, cheveux argentés, dorés et discrètement amusé, était assis dans un coin, sirotant un panaché amer. L'inspecteur Cray faisait les 100 pas. L'agent Toom rôdait, hésitant, près de la cheminée. Puis la porte s'ouvrit. Miss Marple entra, suivie de Lucinda Crane, un instant plus tard, d'Arthur Denholm. Il était pâle, son manteau trop grand, son expression vide. Il resta silencieux au début. Il hocha simplement la tête. Miss Marple faisait face à la pièce avec une clarté calme. Je vous ai tous convoqués ici car je crois que le temps des conversations polies est révolu. Je crois que M. Roper est mort, ou presque, et je pense que le responsable se trouve ici, à Saint-Mildred-Esmead, sous une fausse identité et dans le cadre d'un plan soigneusement orchestré pour identifier et éliminer les personnes vulnérables. Elle se tourna vers Denholm. « Arthur, dis-leur ce que tu m'as dit. » Sa voix, quand elle arrivait, était rauque. « J'ai travaillé pour eux. Greenwood Trust. Je pensais que c'était une vraie association caritative qui aidait les personnes âgées à gérer leurs finances. Mais ensuite, j'ai vu des choses. Des lettres réécrites. Des chèques falsifiés. Des testaments modifiés juste avant le décès. Et des gens comme Lucie qui mouraient bien trop tôt. Il a avalé. J'ai essayé d'arrêter. Roper, il a trouvé un des chèques. Il a posé des questions. Je l'ai prévenu. Mais Edith, elle m'a dit de laisser tomber. Elle m'a dit que je finirais pareil. Cray prit la parole. Où est-elle maintenant? La bouche d'Arthur se tordit. Elle viendra. Quand elle sera au courant de cette réunion. Elle voudra savoir ce qui s'est dit. Le colonel Wilding hocha la tête. Alors, laissez-la faire. Miss Marple Assavanka. J'ai demandé à Sally Elwell de dire à Miss Montrose que je me souvenais d'un cadeau de Roper. Un cadeau vital. Si je ne me trompe pas, elle sera là à la tombée de la nuit. Elle se tourna vers la fenêtre et regarda le crépuscule qui s'installait. Qu'elle pense que nous sommes vieux, aveugles et effrayés, dit-elle doucement. Qu'elle tombe dans le piège. Puis elle regarda la pièce. Sa voix, bien que douce, avait un ton d'acier. Mais nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes des observateurs. Et cette fois, nous ne détournerons pas le regard. Cet après-midi-là, les nuages s'amoncelaient, recouvrant les collines au-delà de Saint. Mildred-Esmead d'un voile de fumée. Le village baignait dans son calme dominical habituel. Des chiens aboyaient au loin, un portail grinçait et les cloches de l'église s'étaient tues depuis longtemps. Mais dans le salon du H.E. Endund, un silence bien différent s'était installé. Miss Marple était assise près de l'âtre, son tricot sur les genoux, mais ses aiguilles étaient immobiles. Le colonel Wilding examinait ses notes dans une fine chemise en cuir, tandis que l'inspecteur Cray, peu enclin à rester immobile, se promenait d'un pied sur l'autre près de la fenêtre, jetant un coup d'œil dehors dès qu'un bruit de pas ou le grondement d'une voiture s'élevait de la ruelle. Lucinda Crane avait été renvoyée chez elle, à contre-cœur, avec la promesse d'être informée dès que la situation serait sûre. Arthur Denholm, encore visiblement secoué, restait dans un coin avec une tasse de thé qu'il n'avait pas touchée, les yeux rivés sur la porte, comme s'il s'attendait à ce qu'elle explose dans un coup de tonnerre. Mais lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce ne fut pas avec force. Elle s'ouvrit doucement vers l'intérieur, sous le léger tintement de la cloche du pub. Elle entra comme si de rien n'était, grande, posée et élégante dans son manteau bleu marine, ses mains gantées posées sur un sac à main impeccable. Elle se tenait comme quelqu'un habitué à être reçu, et non confronté. Son sourire était agréable. Sur ses gardes.
J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle en jetant un coup d'œil à l'autre bout de la pièce. Mademoiselle Marple, j'ai entendu dire que vous vous souveniez de quelque chose. Oui, répondit Miss Marple en se levant lentement, je l'ai fait. Mais je crains que ce ne soit pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez. Edith Montrose, si tel était bien son nom, ne faiblit pas. Mais elle jeta un bref coup d'œil à Arthur Denholm. Son sourire s'éclaircit. Je vois, dit-elle. C'est un sacré rassemblement. Ça a un côté théâtral. Le colonel Wilding se leva de son siège. J'imagine que c'est le cas, quand on a pris l'habitude de le regarder depuis le balcon. Ses yeux se posèrent sur lui, puis revinrent à Miss Marple. Tu as été très occupée. J'ai eu de l'aide, dit Miss Marple. Et, bien sûr, du temps. Je trouve que c'est un avantage de l'âge. Personne ne soupçonne qu'on est capable de relier les choses. La voix d'Edith était toujours calme. Et qu'est-ce que tu crois avoir connecté exactement? 5 morts, dit Miss Marple. 5 morts opportunes et rentables, tout au profit du Greenwood Trust. Toutes liées par un point commun, votre présence. Absurde. J'ai des documents, dit Wilding en soulevant le dossier. Vermont Bankers. Compte fictif d'entreprise. Chèque dont les bénéficiaires, selon vous, étaient anonymes. Je vous assure, mademoiselle Montrose, que ces traces écrites suffiraient à occuper le ministère de l'Intérieur pendant des mois. Pourtant, elle ne bougea pas. Elle replia ses gants et les posa sur le bord de la table voisine. Les traces écrites ne valent pas grand-chose sans intention. Cray s'avança, la voix plus rauque. L'intention, c'est quand on change le testament de quelqu'un en souriant dans sa tasse de thé. Quand on le pousse doucement vers le puits, ou qu'on oublie de vérifier les freins du vélo d'un garçon. On sait comment en travail. Persuasion, pression, suggestion. Pas d'empreinte digitale, mais le résultat est le même. Et tu crois que Derwent-Roper était le prochain? Son ton était teinté d'incrédulité. Je pense qu'il l'a déjà fait. Était? Dit Miss Marple d'une voix calme. Mais il n'a pas disparu pour échapper aux soupçons. Il a disparu parce qu'il avait découvert ce que vous faisiez. Parce qu'il en savait trop. Maintenant, enfin, le masque s'est fissuré. Le regard d'Edith s'aiguisa. Elle regarda Denholm, dont les mains tremblaient visiblement. Je t'avais prévenu, dit-elle sèchement. Tu crois que ces gens peuvent te protéger? Tu es son lache. La voix d'Arthur se brisa. Tu as tué Lucie. Tu lui as fait croire qu'elle n'avait plus personne. Edith ne répondit pas. Miss Marple s'interposa entre eux. Fini les jeux, dit-elle doucement. Dis-nous où il est. Derwent-Roper. Vivant ou mort. Pendant un moment, rien. Puis, un sourire lent. Tu es intelligente, dit-elle à Miss Marple. Mais pas assez. Je ne savoir où il est. Je sais seulement qu'il a disparu la nuit même où il m'a remis une lettre, disant qu'il allait m'en envoyer des copies. Je lui ai dit que ce serait stupide. Il a dit qu'il avait pris des dispositions. Elle regarda vers la fenêtre, puis en arrière. Je pensais que tu avais déjà trouvé le corps. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il a peut-être réussi plus que je ne le pensais. Cray Savanka. Vous êtes en état d'arrestation. Elle n'a pas résisté. Elle a même tendu les poignets avec une efficacité calme. Pour quelle accusation? La voix de Cray était sèche. Complot en vue d'escroquerie. Soupçon d'homicide. Et je m'attends à une demi-douzaine d'autres d'ici demain. Tandis qu'on la conduisait dehors, elle se tourna une fois vers Miss Marple. Profitez bien de votre victoire, Miss Marple. Mais sachez que ça ne s'arrête pas là. La porte s'est fermée. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Wilding soupira. Eh bien, elle n'a rien avoué. Mais c'est le début, je dirais. Miss Marple hocha lentement la tête. Elle prendra un avocat. Elle a déjà fait ça. Mais cette fois, elle a fait une erreur. Denholm prit enfin la parole. Tu crois qu'il y en a assez? Miss Marple se tourna vers le feu. Sa voix était plus douce. Il y a de quoi ouvrir les dossiers. Pour remettre en question les fiducies. Pour revenir sur ses décès. Elle s'arrêta. Mais ça ne servira à rien si on ne retrouve pas Derwent-Roper. Mort ou vif, il est la pièce manquante. 3 jours plus tard, ils l'ont retrouvé. Il était vivant, à peine. Un jeune randonneur traversant les vieux bois de carrière près de la limite de la paroisse tomba sur une cabane de berger abandonnée, à moitié enfouie sous les fougères. À l'intérieur, sous un tas de couvertures moisies, se trouvait un homme, maigre, fiévreux, la jambe gauche bandée dans ce qui ressemblait à une vieille chemise. Il se cachait là depuis des jours, blessé, faible,
survivant grâce à des conserves de haricots et à l'eau du ruisseau. La police l'a atteint à temps. À l'hôpital, l'inspecteur Cray a emmené Miss Marple à son chevet. Derwent Roper ouvrit lentement les yeux, cligna des yeux et murmura. « Je te l'avais dit. Qu'elle viendrait me chercher. » Puis il sourit et s'endormit à nouveau. Il faudrait des semaines, voire des mois, pour élucider le reste. Edith Montrose, autrefois identifiée sous son vrai nom Caroline Edevan, était recherchée pour de multiples fraudes financières et des décès présumés dans 3 comtés. Le Greenwood Trust fut démasqué comme une façade. Les 5 décès furent ouverts. De nouveaux témoins apparurent. Arthur Denholm, sous protection, a fait une déclaration complète. Derwent Roper se rétablit progressivement. Il retrouva son calme et sa vigilance, mais avec une nouvelle considération de la part des villageois. Même Madame Pettigrew parlait de lui avec bienveillance. Et Miss Marple, elle reprit son tricot. Son jardin. C'était. Mais dans le calme de son salon, elle écrivit une dernière note dans son petit carnet de cuir. Le crime, quand il survient, est rarement spectaculaire. Il est discret. Calcio. Caché derrière de bonnes manières et des haies bien taillées. Mais même les rangées les plus soignées finissent par révéler une mauvaise herbe. Et quand cela se produit, il faut savoir où creuser. Elle ferma le livre. Le feu crépitait. Au loin, la pluie printanière frappait doucement à la fenêtre. Et Saint Mildred Smith, secoué mais non brisé, s'installa à nouveau dans une paix vigilante. Les jours qui suivirent apportèrent une sorte de bilan discret à Saint Mildred Smith. Les journaux, prudents comme toujours lorsqu'ils rapportent les événements dans un petit village, ont opté pour des titres vagues. Un scandale caritatif éclate dans le Sussex. Un réseau de fraudes présumé lié à une série de décès inexpliqués. Mais les habitants du village en savaient bien plus que ce que les articles osaient publier. Ils avaient vu les allées et venues des détectives en civil, la fermeture soudaine du bureau régional du Greenwood Trust à East Grinstead, et, surtout, l'enlèvement en voiture banalisé de Mademoiselle Edith Montrose du H. Endund. Pourtant, même le scandale le plus juteux, vieux de quelques jours, finit par s'effacer comme l'odeur de la fumée de bois en novembre. Les enfants retournèrent à leur manuel scolaire, le pasteur reprit ses sermons sur la tempérance, et M. Peeling, le papetier, réapprovisionna ses étagères de petites cartes sur lesquelles on pouvait lire. Avec ma plus profonde sympathie, bien qu'en privé, il est avoué à sa femme qu'il n'avait pas la moindre idée à qui les envoyer. Mais pour Miss Marple, les conséquences n'étaient pas encore terminées. Il restait encore des détails à éclaircir. De petits détails gênants dans le mystère n'étaient pas encore complètement résolus. L'un d'eux est arrivé à sa porte tard un mardi après-midi, vêtu d'un lourd manteau marron et avec l'air d'un homme mal à l'aise avec la gratitude. Derwent Roper, plus mince maintenant, le visage nouvellement ridé par la fatigue mais les yeux toujours aussi sombres et fixes, retira sa casquette en entrant dans le salon. « Je voulais te remercier, dit-il simplement, de ne pas avoir oublié. » Miss Marple, assise dans son fauteuil avec un petit tambour à broder à la main, leva les yeux et lui offrit un sourire. « Mon cher monsieur Roper, dit-elle, vous n'êtes jamais le genre de personne qu'on oublie. Seulement le genre de personne qu'on oublie de regarder. » Il laissa échapper un petit soupir qui aurait pu être un rire, et s'assit sur le bord de la chaise à dossier droit en face. « Ils ne les auront jamais tous, dit-il au bout d'un moment, même avec la déclaration de Denholm. Trop de mains, trop d'ombre. » Miss Marple hocha la tête. « Peut-être, mais ils en auront assez, et ils chercheront plus fort la prochaine fois. » Il resta silencieux un moment. Puis il dit. « Tu avais raison à son sujet. Montrose, ce n'était pas sa première fois. Elle m'en a dit juste assez pour me faire peur avant que je m'enfuis. Elle m'a fait croire que la police ne pouvait rien faire. J'ai failli ne pas quitter la cabane quand le garçon m'a trouvé. Mais tu l'as fait. » « Oui, dit-il doucement, parce que j'avais écrit quelque chose. Quelque chose dont je savais qu'il te parviendrait. Je pensais que tu en comprendrais la forme, même si tu n'en connaissais pas les noms. » Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent dans leur couture. « Monsieur Roper, dit-elle prudemment, qu'est-ce qui vous a poussé à les soupçonner en premier lieu? » Il bougea, regardant ses mains. « C'était Lucie, dit-il. Je m'occupais du jardin autour de son cottage, vous savez. Pas grand-chose, juste défricher et retourner la terre, et parfois réparer un ou deux portails. Elle aimait parler. Elle m'a dit qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un pour l'aider à rédiger son testament. Une londonienne très moderne, disait-elle. Mais j'ai vu son changement après.
Elle semblait plus petite, comme si le monde s'était éloigné d'elle. Miss Marple hocha la tête. Elle s'est retrouvée isolée. Oui, et puis elle est morte. Glacée de Satan. Mais je l'avais vue emprunter ce chemin des centaines de fois par des temps plus mauvais. Et ce n'était pas tout. J'ai remarqué la même femme, Montrose, en train de parler à M. Peckham quelques mois avant sa mort. Il a également modifié son testament. Il l'a légué au même trust. Pas de famille, tout comme Lucie. Il leva les yeux. J'ai commencé à poser des questions. Des questions discrètes. Elle a dû le remarquer. Elle l'a fait, confirma Miss Marple. Et ensuite, elle est venue te chercher. J'aurais réussi aussi si j'avais pris ce thé. Le regard de Miss Marple s'est aiguisé. Du thé? Robert hocha la tête. Elle est venue me voir dans ma chambre chez Madame Pettigrew. Elle m'a dit qu'elle avait des documents à discuter. J'avais déjà préparé un sac. Elle a servi du thé et a parlé comme si de rien n'était. Mais sa main tremblait. Juste légèrement. Et tu ne l'as pas bu? Non. Il esquissa un sourire sinistre. Le jardinage apprend à observer les mains. Elle hocha la tête. Et puis tu as couru. À la cabane. J'ai tout laissé. J'ai juste pris un petit paquet et les lettres que j'avais copiées. Je les ai cachées dans le cartable. Miss Marple fit un geste vers le plateau de thé. Vous êtes en sécurité maintenant. Elle ne fera de mal à personne. La loi évolue peut-être lentement, mais elle évolue. Roper la regarda. Tu crois ça? Miss Marple croisa doucement ses mains sur ses genoux. Je crois que le mal existe, dit-elle. Pas celui qui a des crocs et du feu, mais celui qui porte des perles et dit des choses gentilles aux personnes seules. Je crois aussi que le bien discret et ordinaire, est plus fort. S'il le remarque à temps, il hocha la tête une fois, comme si c'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il se leva, la remercia à nouveau et partit en promettant de revenir au printemps pour s'occuper de ses massifs de roses. Plus tard dans la soirée, alors que le crépuscule tombait sur le village, Miss Marple fit une promenade solitaire jusqu'au cimetière. Le sol était humide mais ferme sous ses pieds, et l'air sentait légèrement la mousse et l'écorce. Elle s'arrêta devant une petite tombe au fond, où une croix en bois tordu portait le nom Lucy Phelps. Il n'y avait pas de fleurs. Miss Marple s'agenouilla, déposa un petit bouquet de personnages près de la croix et murmura. « On vous a vu, on vous a entendu, et on ne vous oubliera pas. » De retour chez elle, elle trouva un petit paquet déposé sur le pas de sa porte. Du papier Kraft, sans étiquette, mais à l'intérieur se trouvait une modeste boîte de graines, capucine, zinnia et souci. L'écriture sur le mot était grossière et incertaine. « Pour votre jardin. Merci. » DR, elle sourit, posa la boîte sur le rebord de sa fenêtre et reprit son tricot. Dans tout le village, la vie reprit son rythme. Les rumeurs portèrent sur d'autres sujets. Les fiançailles du cousin de Madame Featherstone, le nouveau recueil de cantiques du pasteur et la réussite aux examens de la fille de l'épicier. Mais au fond de tout cela, il restait un sentiment silencieux que quelque chose avait changé. Pas cassé, mais changé. Les gens se regardaient plus attentivement. Ils demandaient plus volontiers des nouvelles de leurs voisins. Le vicaire recommença à faire ses tournées l'après-midi. Un comité fut formé pour prendre des nouvelles des personnes âgées une fois par semaine. Et bien que personne ne mentionne le nom du Greenwood Trust, chacun traitait désormais les lettres non sollicitées des conseillers financiers avec une froideur polie mais manifeste. Quant à Miss Marple, elle était assise près de sa fenêtre, tricotant sans relâche tandis que la lumière se mirait sur les murs. Dehors, des crocus perçaient le sol. Un autre printemps arrivait. Et avec elle, le village refleurirait. Mais cette fois, il le ferait les yeux ouverts. Le premier vrai jour du printemps arriva dans un léger souffle de brise à travers les haies, apportant avec lui un sentiment de renouveau prudent. La lumière du soleil filtrait en faible lueur entre les branches encore nues, et l'air était imprégné d'une douceur humide qui laissait entrevoir ce qui se tramait sous la terre. L'église Saint-Mildred s'agitait doucement, comme réveillée d'un long et agité sommeil. Les enfants jouaient dehors, le rire légèrement plus vif dans la voix. Les commerçants avançaient avec une vigueur renouvelée. Et le panneau d'affichage de l'église affichait désormais une petite note sous les horaires des offices du dimanche. Goûter communautaire, bienvenue à tous. Aucune sollicitation. Miss Marple, assise sur son banc de jardin, vêtue d'un élégant manteau de laine et coiffée d'un chapeau de feutre orné d'une unique prime vert en soie, observait avec une satisfaction tranquille Derwent Roper, debout près de la bordure la plus éloignée, raviver la vie des rosiers.
Il boitait légèrement maintenant, et bien qu'il avançât toujours avec prudence, il travaillait avec la douce assurance de celui qui accomplit sa mission. Il pousse magnifiquement, dit-elle, sa voix juste assez forte pour couvrir le léger grattement de sa bêche. Robert jeta un coup d'œil en arrière et hocha lentement la tête. Le sol se réveille tôt cette année. C'est bon signe. Peut-être, répondit-elle. Ou peut-être c'est-il simplement quand il peut se lever en toute sécurité. Il ne répondit pas à cela, mais elle vit le coin de sa bouche se contracter dans ce qui aurait pu être un sourire. Elle resta là un moment après son départ, regardant les crocus s'agiter dans la brise légère, son tricot posé sur ses genoux, intact. Le calme lui convenait. Le monde, semblait-il, avait tourné la page. Mais toutes les pages n'ont pas été entièrement écrites. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray passa, chapeau à la main, l'air à la fois respectueux et légèrement gêné. Il ne s'était jamais vraiment fait à l'idée qu'une petite dame âgée d'un village tranquille ait 2 longueurs d'avance sur la police du comté, et même si son ton s'était adouci avec le temps, sa fierté grinçait encore comme une vieille girouette. « Je pensais juste que vous aimeriez savoir », dit-il tandis qu'elle lui servait du thé léger et des biscuits au gingembre. Montrose et Devanne, quel que soit son nom, a été transféré à Londres hier. Acquiesçations graves. Fraude électronique. Abus financier. Peut-être homicide involontaire, même si ce sera le plus difficile à prouver. Miss Marple hocha doucement la tête. Elle essaiera de s'en sortir par le charme. Elle l'a déjà fait, dit Cray sèchement. Elle prétend avoir été mal comprise. Que les documents ont été falsifiés par des subordonnés. Que les victimes ont agi de manière indépendante. Mais la déclaration de Denholm tient la route. Et maintenant que Robert est en assez bonne santé pour témoigner. Alors il y a de l'espoir, dit Miss Marple. Cray sonna. Il y a autre chose. Elle a attendu. Ils examinent les décès dans ces autres comtés. Les tendances sont similaires. Petits legs, modifications testamentaires inattendues, toujours une personne du même cercle restreint impliquée. Vous nous avez peut-être aidé à ouvrir un dossier bien plus important que prévu. Miss Marple n'avait pas l'air triomphante. Elle paraissait plutôt triste. J'aurais seulement aimé que ça soit découvert plus tôt, dit-elle doucement. Lucy, Byron, M. Peckham, tous ces gens discrets qui ont fait confiance trop facilement et qui n'ont eu que le silence. Ils ont une voix maintenant, dit Cray. Grâce à vous. Elle lui adressa un sourire pâle. Ils avaient toujours des voix, inspecteur. Les gens n'écoutaient tout simplement pas. Après son départ, elle retourna à son bureau et ouvrit un petit carnet à couverture fleurie. Elle l'avait commencé quelques jours plus tôt, pas son journal d'observation habituel, mais quelque chose de plus réfléchi. En haut de la page était écrit « Les gens que nous avons presque manqués en dessous », d'une écriture soignée, elle avait commencé à énumérer des noms. Pas seulement les morts, mais aussi les vivants. M. Roper, Lucinda Crane, Arthur Denholm, même Sally Elwell, la fille de la station qui avait transmis les nouvelles avec une précision si innocente. Des gens qui avaient remarqué quelque chose et agi. Aussi infime fut-elle. Elle marqua une pause, puis ajouta un autre nom. Émilie Robin, bibliothécaire, aide à la recherche en dessous. Tommy Calthorpe, les yeux dans le verger, il existait plus d'une forme de justice, pensa-t-elle. Certaines venaient des tribunaux. D'autres chuchotaient à travers les haies. D'autres encore arrivaient sous la forme d'un rapport d'enfant, ou d'une graine de bonté oubliée qui s'épanouit. Huissait plus tard, à l'abri des regards. Elle ferma le carnet et regarda le jardin. Lucinda Crane avait trouvé un nouvel emploi, directrice adjointe à la bibliothèque, et s'y était attelée avec une détermination enjouée. Madame Pettigrew, toujours inflexible, ne s'était pas excusée officiellement auprès de Derwent Roper, mais elle l'avait autorisé à planter un nouveau rhododendron près de ses marches et ne s'était pas plainte une seule fois de la boue qu'il laissait sur l'allée. Le progrès prenait de multiples formes. Et Arthur Denholm, eh bien, il était parti. Discreetment. Sans cérémonie. Il avait écrit un court mot à Miss Marple. Il y a trop d'ombre ici. Je vais essayer de vivre dans un endroit un peu plus ensoleillé. Je n'attends pas de pardon. Mais merci de m'avoir donné la chance de m'améliorer. Elle avait seulement répondu, où que vous alliez, observez constamment les choses. C'est comme ça que tout commence. Ce soir-là, le goûter communautaire eut lieu dans la salle paroissiale. Mademoiselle Marple, bien sûr, était présente. Elle portait une broche en forme de marguerite et apportait un modeste gâteau éponge à la confiture de framboise. L'assemblée était joyeuse,
plus que d'habitude. Le vicaire prononça un bref discours sur l'importance de prendre soin les uns des autres. Madame Featherstone elle-même proposa d'aider à faire la vaisselle. Tandis qu'elle se tenait debout avec sa tasse de thé et regardait la pièce bouger doucement autour d'elle, Miss Marple ressentit une chaleur, non pas due au thé ou au feu dans l'âtre, mais au sentiment que, pour une fois, tout le monde était éveillé. À l'écoute, à la vue. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, non pas en tant que détective, ni même en tant que moraliste, mais en tant que personne ayant vécu assez longtemps pour connaître la pourriture silencieuse qui peut se développer derrière les bonnes manières, et l'importance de faire la lumière avant qu'elle ne s'installe. Alors qu'elle sortait dans le crépuscule rafraîchissant, Lucinda la rejoignit. « Tu avais raison, dit-elle. Ce n'était pas une question d'argent. » Miss Marple sourit. « Non, ma chère. C'était la peur d'être invisible. Des gens comme Montrose exploitaient cette peur. Ils offraient de l'importance, de l'attention, un mot gentil, juste assez longtemps pour obtenir une signature. » Lucinda glissa son bras sous celui de Miss Marple. « Et vous m'avez proposé autre chose. » Miss Marple lui tapota la main. « Juste une vieille femme avec de la mémoire et le don d'écouter. Mais parfois, c'est tout ce qu'il faut. » Ensemble, ils marchèrent lentement vers la maison. Les crocus, maintenant en pleine floraison, bordaient le chemin de leur douce lumière. Un rouge-gorge filait au-dessus de nos têtes. Au loin, l'horloge de l'église sonnait 8 heures. Saint Mildred-Esmead était à nouveau calme. Mais pas, cette fois, endormie. Et Miss Marple, toujours vigilante, toujours modeste, toujours douce, se demandait déjà quelle tasse de thé, quel regard insouciant ou quelle remarque chuchotée pourrait être le début de la prochaine histoire qui attendait d'être racontée. Les crocus commençaient à se fermer pour le soir lorsque Miss Marple entra de nouveau dans son salon et s'installa dans son fauteuil avec un léger soupir. La pièce était silencieuse, mais pas silencieuse. Le feu crépitait doucement et le tic-tac de la cheminée résonnait avec une précision réconfortante. Dehors, le crépuscule enveloppait les haies et les cheminées de Saint Mildred-Esmead tel un châle familier. Sur ses genoux se trouvait la dernière lettre du Crown Prosecution Service. Elle l'avait déjà lue 2 fois, mais elle l'ouvrit à nouveau, lissant le papier avec un soin délibéré. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait, mais qu'elle avait besoin de voir par écrit. Caroline Edevane, alias Edith Montrose, avait été formellement inculpée de complot en vue de commettre une fraude, de manipulation illégale de testament et de 2 chefs d'homicide involontaire en lien avec les décès de Lucy Phelps et William Peckham. Si les circonstances exactes des meurtres sont restées habilement occultées, le poids des preuves financières, le témoignage de Denholm et le récit de Roper ont finalement fait pencher la balance de la justice. Cela ne défrait jamais ce qui avait été fait. Mais c'était au moins une fin. Miss Marple plia la lettre et la déposa dans son bureau, fermant le tiroir à clé avec une petite clé en laiton. Le feu crépita doucement derrière elle. Elle prit son sac à tricot, mais laissa sa main reposer un instant, perdue dans ses pensées. Ce qui marquait le plus n'était pas le crime en lui-même, mais la façon dont il avait failli réussir. Avec quelle facilité une telle chose s'était infiltrée dans les polis et les ruelles étroites d'un village comme Saint Mildred-Esmead, dissimulée non pas dans des ombres, mais dans des sourires, des suggestions discrètes et des manteaux bien repassés. C'était une leçon qu'elle avait apprise maintes fois, sous de nombreuses formes. La méchanceté, quand elle survient, est rarement grotesque. Elle est souvent bienveillante, raisonnable, charmante, mais cela ne peut pas rester caché éternellement. Il y avait eu un dernier détail que Miss Marple n'avait pas partagé avec l'inspecteur ni même avec le colonel Wilding. Une petite vérité qui s'était glissée sur son chemin comme un point de suture dans sa broderie. Et c'est cette vérité qui l'avait finalement convaincu de la culpabilité d'Edith Montrose bien avant que les accusations ne soient portées. C'était la note. La lettre désespérée d'Arthur Denholm, retrouvée dans l'armoire de Lucinda, avait été écrite sur du papier à lettres du lièvre et des chiens. Miss Marple avait déjà vu ce papier. Mais elle remarqua discrètement que l'encre de l'enveloppe et celle des pages ne correspondaient pas. Un seul d'entre eux appartenait à Denholm. Le reste, écrit avec des traits nets et travaillés, a été rédigé par Montrose elle-même. Ce n'était pas une confession. C'était une arnaque. Alors, une brillante tentative de brouiller la chronologie, de jeter le doute sur autrui, alors même que Miss Montrose s'apprêtait à disparaître. Mais Miss Marple, après avoir passé des décennies à observer la façon dont l'encre s'imprégnait sur le papier,
avait repéré le mensonge. Après tout, le diable ne se cache pas dans les détails. Le diable est le détail. Et c'est ainsi qu'elle avait tendu le piège. L'évocation d'une lettre de repère était une fiction, prononcée à voix haute dans le salon du pub, sachant pertinemment que la femme mordrait à l'hameçon. L'apparition d'Edevan avait tout confirmé. Et maintenant, c'était fait. On frappa à la porte de derrière. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva Robert debout, tenant un pot en terre cuite rempli de jeunes pousses de primevère. « J'ai pensé que ton jardin pourrait les apprécier, » dit-il. « Des fleurs précoces. C'est très attentionné, » dit-elle en souriant en acceptant le pot. « Je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour la frontière. » Ils restèrent un moment silencieux et complices. Puis Robert dit doucement, « Merci d'avoir vu ce que les autres n'ont pas vu. » Miss Marple secoua la tête. « Inutile. J'ai eu toute ma vie pour m'entraîner à observer. Ce que vous avez fait était bien plus courageux. Vous avez parlé, quand le silence était plus facile. » Il hocha la tête, puis se retourna et redescendit le chemin du jardin, les ombres s'étendant loin à côté de lui. Miss Marple retourna à sa chaise, reprit son tricot et laissa les aiguilles cliqueter à nouveau dans leur rythme tranquille. Dehors, le vent soufflait à travers les arbres, doux et pur. Les crocus restaient clos, satisfaits pour l'instant. Mais le printemps était arrivé. Et à Saint-Mildred-Esmead, pour l'instant, tout était comme prévu. Calme, surveillé et en sécurité.